de Fonarev témoigne de sa volonté ferme de pouvoir essuyer les larmes des victimes des activités illicites, des activités armées perpétrées par l'Ouganda, le Rwanda sur le sol congolais. On a vu tout à l'heure qu'il y avait notamment l'Église catholique représentée aux côtés des victimes. Une enveloppe de 2,5 millions de dollars a été remise à l'Église catholique. Pouvez-vous nous dire la symbolique derrière? Pourquoi l'Église, les victimes, comme ça, on peut être davantage édifié sur ce geste posé par les présidents de la République, qui ne règle pas tous les problèmes que nos compatriotes ont connus, mais qui représente un geste qui peut permettre d'assurer une certaine réparation. Vous savez, la République démocratique du Congo avait saisi en son temps la Cour internationale de justice contre le Rwanda et l'Ouganda. Et le Rwanda avait excipé sur l'incompétence de la Cour, et celle-ci avait donc condamné l'Ouganda au paiement d'une certaine somme d'argent au titre d'indemnisation aux victimes pour ces activités illicites commises notamment ici à Kisangani. C'est ce qu'on appelait la guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours qui avait eu lieu en 2000, au mois de juin 2000. Et l'arrêt a réparti de manière un peu plus claire la manière dont il faille répartir, il faille distribuer cet argent-là. Et il est question d'une part de pouvoir remettre une partie d'argent aux individus au titre d'indemnisation individuelle, mais il y a également une autre partie qui est réservée aux réparations collectives. L'Église catholique ayant été fortement touchée, en tout cas pour ce qui concerne ces différents édifices, ces différentes bâtisses, entre autres la Procure, entre autres les Comboniens, certaines écoles comme où j'ai étudié, le collège Sacré-Cœur, et bien d'autres édifices de l'Église catholique qui étaient touchés. Alors, l'Église catholique, par l'entremise de Monseigneur Outembi, avait soumis sa demande des réparations de toutes ces bâtisses à Frivao. Le Frivao qui est le fonds destiné à gérer toutes les questions des réparations individuelles qui concernent particulièrement la guerre des 6 jours. Et comme vous le savez, après notre nomination par son Excellence Monsieur le Président de la République, nous nous étions aperçus de certaines malversations au vu du rapport de l'IGF et de la Cour des comptes. Il était de notre devoir de prendre urgemment des mesures conservatoires pour relancer les activités de Frivao. C'est donc dans le cadre, sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, et dans le cadre de la mise en œuvre du programme du gouvernement, qu'il nous avait été instruit de relancer Frivao, qui était pratiquement mise en veilleuse, en amorçant le processus d'indemnisation individuelle. Et cela a commencé depuis 2 mois de cela. Et il était question aujourd'hui de pouvoir le consolider, mais aussi permettre à l'Église catholique, qui est une grande communauté, de bénéficier de cette indemnisation. Et le chef de l'État lui-même, en acceptant de faire cette symbolique, a tout simplement lancé un signal et un message fort. Message fort à l'endroit de toutes les victimes, toutes les communautés, toutes les organisations qui ont été également victimes de cette agression barbare de l'Ouganda, mais aussi du Rwanda sur notre sol. Également, le chef de l'État a indemnisé à titre symbolique quelques victimes présentes. Et c'est une somme de 2 500 000 $, dans un premier temps, parce que la somme globale sollicitée par l'Église catholique est de 4 millions de dollars. Donc nous espérons qu'à partir de la semaine prochaine, l'Église catholique va amorcer les travaux des réparations
tous les bâtiments qui étaient affectés par la guerre des 6 jours. Voilà, merci Monsieur le ministre d'État. Je sais que vous êtes debout depuis très tôt, et un peu comme tout le monde ici, parce que l'événement valait justement cet engagement. Peut-être une question avant de vous libérer, deux questions spécifiquement pour le ministre de le ministre de la Justice et qui va concerner rien que les sujets qui est en cours, parce qu'après, nous devons avoir le ministre d'État, ministre des Infrastructures, qui nous parlera des travaux des infrastructures en cours, mais aussi dans toute cette partie du pays. Alors, on va alterner, on va prendre une question de journaliste de Kisangani et une question de journaliste de Kinshasa. On commence là derrière. Venez, s'il vous plaît, c'est une question. Et puis on prendra directement la question de Ochokoum pour le ministre d'État, ministre de la Justice. Comme ça, il pourra y répondre en une vague et on pourra continuer cet exercice. Présentez-vous, s'il vous plaît, dites les noms de votre organe et posez votre question. Pompombe Yokubana pour le média en ligne electionnet.com. Monsieur le ministre, vous avez dit que vous avez constaté des malversations au sein du comité de Frivao. Voilà pourquoi vous avez dit qu'il faut relancer le processus en mettant en place une nouvelle équipe dirigeante au sein de Frivao. Est-ce qu'on peut savoir avec exactitude combien d'argent a été détourné par le comité précédent? Merci. On prend la question de Ochokoum, comme ça le ministre d'État va répondre en une fois. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le ministre d'État. Poursuivant sur la même logique que mon confrère tout à l'heure, les personnes qui ont été accusées de malversation ont été suspendues. Vous avez multiplié pratiquement par 10 l'enveloppe des bénéficiaires, mais où en sont les enquêtes? Où se trouvent les personnes qui avaient détourné cet argent aujourd'hui? Merci. Monsieur le ministre d'État. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole du gouvernement, son Excellence Patrick Mouyaya. Merci également aux différents journalistes pour leurs pertinentes questions. Malversation constatée par le rapport de l'IGF et de la Cour des comptes nous a conduit à prendre des mesures conservatoires, mais également à donner injonction au procureur général près la Cour d'appel de la Chopo et donc de Kisangani afin d'engager des poursuites. Et comme vous le savez, le pouvoir de mise de la justice se limite du point de vue légal, conformément à l'article 70 de la loi sur l'organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, à donner injonction à un magistrat de parquet, mais sur la base du principe la plume est serve, mais la parole est libre. Le magistrat est libre de pouvoir instruire le dossier selon son intime conviction. Et donc, à ce stade, il est hors de question pour le ministre de la Justice d'interférer dans l'instruction préjuridictionnelle en cours. S'agissant donc du montant, comme je viens de vous le dire, il appartiendra au bout de compte à la justice d'établir les responsabilités et les dégager avec d'amples détails et précisions les montants des malversations dont question. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État, d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Évidemment, nous savons que vous êtes toujours disponible sur ces sujets parce qu'il faut obtenir un éclairage. Je sais que c'est toujours avec émotion que vous revenez ici. Et je crois que le geste qui a été posé, je crois que même vous-même personnellement, c'est aussi une forme de réparation pour le jeune Boyomé que vous étiez à l'époque. Absolument, et pour moi, c'est, vous savez, surtout le collège Maélé, où j'ai étudié, qui avait été affecté par ces bombardements. Aujourd'hui, que le chef de l'État, le magistrat suprême, a accordé cette indemnisation à l'Église catholique, c'est une grande réparation pour toute la population, toute la jeunesse de Kisangani, mais également pour toute la jeunesse congolaise. Ici, il faut le rappeler, c'est une première depuis 60 de voir ce type d'indemnisation, de voir un chef de l'État s'est déplacé non seulement de Kinshasa pour Kisangani, mais surtout de sa résidence vers non seulement
le mémorial, mais aussi surtout le siège de Frivao. Et c'est lui-même qui a présidé la cérémonie d'indemnisation. Et c'est exceptionnel, cette rencontre avec les victimes, cette proximité créée, mais aussi cette humanité manifestée par le magistrat suprême devrait interpeller plus un, mais également témoigne de sa ferme volonté à lutter drastiquement contre toute forme d'agression et de barbarie de la part des armées étrangères sur notre sol, mais aussi une interpellation, une conscientisation, sensibilisation de la jeunesse à demeurer patriote. Quelles que soient nos divergences internes, il est en tout cas peu patriote que d'aller s'allier aux forces étrangères qui sèment mort et désolation sur notre territoire. Voilà, Monsieur le ministre d'État, merci beaucoup de votre disponibilité parce que vous avez parlé de la question de la sécurité. Je le disais en début de ces briefings que la capitale ne s'est pas seulement déplacée à Kinshasa, mais tous les commandements militaires l'est aussi. Le président de la République a présidé donc en début de soirée aujourd'hui une réunion spéciale du Conseil supérieur de la défense où on n'a pas seulement parlé des questions sécuritaires dans la province, dans la grande province orientale, mais aussi dans tout le pays. En accord avec la technique, on peut avoir les résumés de cette réunion qui a été faite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense et se rassurer de la situation sécuritaire de l'état de la nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Effectivement, et je crois que la Chopo et les provinces de la Grande Orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui se tiendra dans la ville de Kisangani, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. C'était donc le condensé de la réunion du Conseil supérieur de la défense, excusez-moi. Monsieur le gouverneur, je reviens de votre côté. Le président de la République a lancé hier un appel à l'unité, justement. Il a parlé du conflit sécuritaire qui s'est vivé il y a quelques mois encore ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire au stade actuel? Visiblement, il y a eu beaucoup de progrès. Oui, évidemment, le président de la République a hier lancé l'appel sur la cohésion entre les communautés locales dans la province de la Chopo. On a connu des problèmes un peu sérieux avec le conflit Lengo-Lambolé. Ça fait pratiquement aujourd'hui 3 mois et 25 jours que nous sommes là. Et donc, à notre avènement, nous avons appelé la population à la compréhension. Nous avons dissipé cette manipulation. Aujourd'hui, nous sommes quand même dans l'accalmie totale, bien même qu'on n'a pas encore endigué totalement cette situation, mais nous sommes déjà dans un très bon départ. Et donc, nous appelons le gouvernement, parce qu'on a eu des échanges avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, et on a réfléchi autour de la pérennisation de l'accalmie que nous avons aujourd'hui. Et donc, il y a des avancées très significatives autour de la question. Je pense que toute la population de la Chopo en est témoin aujourd'hui. Et donc, c'est que nous sommes en train de réfléchir, c'est comment, comme je viens de dire, pérenniser cette histoire et l'accalmie que nous avons aujourd'hui, et voir comment nos frères et sœurs doivent regagner leurs liens respectifs. Et donc, il y a des préalables à mettre en place. On doit réconcilier les communautés au travers une table ronde et aussi voir comment, parce qu'il n'y a plus rien là-bas, il n'y a pas de cases, il n'y a pas de champs, tout a été vandalisé. Voir comment on peut trouver
de maisons pour rayer, il faut les intrants pour leurs travaux chapitres. Il y a un peu de préalable. Donc autour de ça, nous sommes en train d'y travailler. Je pense que dans les jours qui viennent, définitivement, nous allons pallier à cette situation. Voilà, merci beaucoup, monsieur le gouverneur, pour vos efforts et pour la clarté de vos réponses. On va, comme je le disais, on va passer à la deuxième partie de ces briefings qui sera consacrée aux infrastructures. Nous avons justement le privilège d'avoir le ministre d'État, ministre des Infrastructures. Je vous rappelle que vous étiez sur terrain tout à l'heure en inspection. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire globalement sur les travaux d'infrastructure qui se font non pas seulement dans la province de la Chopo, mais globalement dans la Grande Orientale et dans la partie est de la RDC, parce que je sais que vous êtes particulièrement occupé à travailler dessus. Bonsoir, monsieur le ministre Patrick. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bien, vous disiez effectivement que tout à l'heure, dans les après-midi, nous étions en mission d'inspection. Cela participe à notre programme global de réhabilitation et de modernisation des infrastructures de notre cher pays. Vous savez que notre pays est un pays continent et nous avons énormément de routes nationales, des voiries, et qui malheureusement sont dans un état de délabrement assez avancé. Et dans le programme du gouvernement qui s'inspire de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, nous avons levé l'option de moderniser toutes ces infrastructures. Voilà pourquoi j'étais aujourd'hui en visite d'inspection sur une des routes nationales les plus importantes de notre pays, la route nationale numéro 4. Parce que non seulement elle est importante pour notre pays, mais c'est aussi une route structurante dans le cadre de l'intégration régionale, pour ne pas dire africaine. Parce que la route nationale numéro 4 est le maillon qui traverse la République démocratique du Congo, mais qui part de Mombasa jusqu'à Lagos. Et il est important pour nous de moderniser cette route pour justement assurer cette connectivité, qu'elle soit nationale et même africaine, comme je le disais. Et donc cet après-midi, je me suis rendu sur terrain. C'est la troisième fois pour moi de faire cette visite. J'étais ici au mois d'août, il y a à peu près 2 mois. Et lorsque je m'étais rendu sur terrain, ici au PK 34, là où l'entreprise CCCC a fait sa base vie, j'avais pu me rendre compte que à partir de Kisangani, ici, la ville, juste ici, au PK 34, la route était dans un état, dans un piteux état. Et j'étais quand même assez heureux de voir que cette même route que j'avais pris presque 1h30 à faire, aujourd'hui je l'ai faite pratiquement moins d'1 heure, en moins d'1 heure. Ça veut dire qu'il y a des travaux. C'est pour dire qu'il y a des travaux qui s'effectuent. Les travaux commencent à peu près au PK, on va dire au PK 23. Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez juste faire une petite pédagogie pour nous dire PK c'est quoi? Comme ça c'est plus compréhensible pour ceux qui nous suivent. Point kilométrique. Voilà. C'est le langage, pardonnez-moi, un peu technique, mais c'est pour effectivement désigner à quel point nous sommes. Donc nous sommes pratiquement, comme je le disais, au PK 23, parce qu'ils ont commencé à partir de leur base vie, et ils sont en train de remonter vers Kisangani. Alors, la dernière fois quand je suis venu, je leur ai dit, écoutez, vous devez rendre cette route praticable. La modernisation, c'est ça l'objectif, mais il faudrait qu'en attendant que la route soit construite, qu'elle soit praticable. Et nous leur avons demandé de le faire à partir de Kisangani jusqu'à la fin de la province de la Chopo, donc à plus ou moins 250 km, qui constitue la frontière entre la Chopo et l'Ituri, en leur disant que pendant que vous construisez, il ne faudrait pas que la population souffre de l'état de cette route. Et donc, ils ont commencé à mettre ça en application. Bien sûr, il faut le temps de la mobilisation, le temps que les équipements arrivent. Hier, disons le vendredi dernier, ils ont reçu un petit lot. Un autre lot se trouve sur le fleuve.
Donc tout ça pour dire que nous suivons avec beaucoup d'attention les travaux qui sont faits sur cette partie. J'aurais dû préciser que c'est la route de la RN4, mais dans son tronçon compris entre Kisangani et Beni. Tous ceux qui habitent ici savent que cette RN4 ne s'arrête pas là. Parce qu'à partir de Kisangani, elle monte jusqu'à atteindre Bouta et aller jusqu'à la frontière avec la République centrafricaine, je pense que ça s'appelle Ndou, je pense. Le gouverneur connaît mieux la géographie du coin. Mais nous avons l'ambition, dans le cadre du programme quinquennal que nous avons, je pense que tout le monde a entendu parler du programme sino-congolais, qui est un programme qui a été revisité grâce à la détermination de son Excellence Monsieur le Président de la République, qui avait estimé que ce contrat était déséquilibré et que la RDC méritait davantage en termes de revenus par rapport à ce programme. Et donc nous avons pu sécuriser à peu près 7 milliards de dollars, ce qui nous permet, après qu'une partie ait déjà été consommée, de pouvoir construire à peu près 5500 km de routes. Et la RN4 figure parmi les routes nationales que nous allons réhabiliter dans le cadre de ce programme. Mais Kisangani, c'est un carrefour. Kisangani, ce n'est pas que la route nationale numéro 4. Kisangani est traversée par 3 routes nationales. La RN4, la RN3 et la RN7. Celle qu'avait emprunté Lumumba, semble-t-il. La RN7, effectivement. En allant en passant par Kisangani. Je sais que des initiatives ont été prises par le gouverneur de province, parce que nous avions échangé à ce sujet, pour que des travaux déjà de réhabilitation commencent. Et donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont été recrutées pour commencer la réhabilitation. Mais il s'agit là d'abord d'une réhabilitation, mais la modernisation viendra par la suite, parce que contrairement à ce qui était fait dans le passé, nous avons décidé que désormais, toutes les routes que nous allons construire doivent être précédées d'abord par des études. Il en dépend de la qualité des travaux. Parce que nous faisons des routes sans d'abord qu'il y ait eu des études approfondies, des études détaillées, il est difficile d'avoir des résultats probants et que la route dure, si je peux m'exprimer de la sorte. Et donc, cette partie dont je parlais, non seulement la partie nord, c'est-à-dire celle qui quitte Kisangani vers Ndou, de la RN4, mais également la RN3 et la RN7 feront l'objet justement de ces investissements dont je viens de parler dans le cadre du programme sino-congolais. Toutefois, nous avons aussi une autre source de financement qui est le Trésor public, tout à fait, qui nous soutient également. Des efforts particuliers sont faits vraiment ces derniers temps par les Trésors publics pour soutenir tous les investissements dans le domaine des infrastructures routières. Il y a un dicton qui dit que là où la route passe, le développement suit. Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment la clé du développement. À la base, il faut d'abord qu'il y ait des routes avant de penser à toute autre forme d'investissement dans les infrastructures. Il faut d'abord les routes. Parce que j'aime souvent dire que notre population peut construire des hôpitaux. Notre population peut construire des écoles. Mais il est difficile que la population construise des routes. En effet. Donc voilà la responsabilité de l'État et pourquoi le chef de l'État, le président de la République, met un accent particulier à ce que le gouvernement puisse prendre en charge cette responsabilité. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre Aguissar. On aura l'occasion de revenir parce que les travaux d'infrastructure de ce côté, ce n'est pas seulement les routes dont vous avez parlé, les routes nationales, mais il y a aussi, Monsieur le gouverneur, nous circulons dans la ville de Kisangani, on voit de travaux par-ci, par-là. Aujourd'hui, avec le président de la République, vous avez fait un tour, je pense, au stade qui est en construction. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire brièvement dans ce qui s'est fait dans la ville de la Tchopo au plan des infrastructures? Comme ça, après, nous pourrons prendre quelques petites questions d'éclairage et terminer cet exercice. Effectivement, la ville de Kisangani, comme vous maîtrisez bien, jadis c'est la 3e ville du pays qui a perdu sa place après les multiples guerres, suite à la barbarie, je peux dire, ougando-rwandaise dans la ville de Kisangani, où des armées étrangères se sont affrontées en pleine ville.
ça nous a créé beaucoup de dégâts, ce qui a fait à ce que Kisangani aujourd'hui soit dans cet état. En suivant hier le chef de l'État, vous avez certainement compris qu'il a le besoin de revivre Kisangani. Tout à fait. De faire de Kisangani la ville qu'on a connue jadis. Et donc il y a des travaux partout depuis notre avènement. Nous avons senti que le chef de l'État effectivement a besoin de faire revivre la ville de Kisangani et la population de Kisangani. Il y a des travaux, nous avons un projet de plus de 80 km et donc 85 km des routes asphaltées, de la voirie urbaine, je peux préciser. Et les travaux ont déjà commencé. Il y a des entreprises qui ont été sélectionnées. Nous voyons effectivement aujourd'hui, il y a l'entreprise Safrimex qui a déjà commencé les travaux. Et donc, il ne s'agit pas tout simplement de la modernisation des routes, il s'agit aussi de l'installation de lampadaires, ce qui a déjà aussi commencé. Il y a également l'entreprise Mogabaon qui doit réaliser 20 km. Et là aussi, il y a des travaux qui ont commencé. Il y a 35 autres kilomètres qui sont encore dans les études. Et en même temps, nous sommes en train de travailler sur le stade Lumumba. En tout cas, il y a des projets, beaucoup de projets qui ont été lancés. Je pense qu'il dira c'est quinquennat du chef de l'État avec la représentation, en tout cas effective, que je fais aujourd'hui. Je pense que la ville va reprendre sa place. En tout cas, tout bouge en province orientale. Monsieur le ministre Guissard, on reviendra peut-être sur l'événement attendu demain, à savoir l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka sur fonds propres. Absolument. Sur ce fonds propre, vous aurez... Bien sûr, sur fonds propres du gouvernement. Mais il faudrait aussi signaler un projet très important qui va révolutionner l'habitat ici au niveau de la ville, non seulement de la ville de Kisangani, mais dans cette partie est de la République. Il s'agit de l'usine des maisons préfabriquées qui est effectivement sur la route qui mène vers l'aéroport, sur la RN4. Vous savez que c'était un projet qui avait été également financé, une usine qui avait été achevée, mais bien sûr, mais qui n'a jamais été mise en fonction. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Absolument. Au Conseil de ministres. Et la bonne nouvelle, c'est que le gouvernement vient de débloquer les moyens nécessaires pour que cette usine puisse commencer la production. Très bien. Donc nous allons, si l'agenda du chef de l'État le permet, faire la visite demain, parce qu'il s'agit là d'une opportunité qui peut changer effectivement l'habitat ici dans la province, pour ne pas dire dans le reste de la République. Et donc le président de la République est arrivé avec la première ministre et les gouvernements avec des bonnes nouvelles. Des solutions. Alors on va prendre rapidement quelques questions pour terminer cet exercice. On va prendre un journaliste de Kisangani et un journaliste de Kinshasa. On va commencer par Jacques Mukonkole, puis ce sera M. Cédric Kenina. Jacques Mukonkole, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Ma question s'adresse au gouverneur de province. Monsieur le gouverneur, félicitations d'abord pour les travaux en cours, les travaux de réhabilitation de la voirie urbaine, parce qu'il y a des routes qui n'existaient presque plus, qui sont devenues aujourd'hui quand même carrossables. Et ma question est de savoir si ces routes qui sont faites en terre battue pourront un jour recevoir une couche d'asphalte. Nous sommes dans une zone, dans une région pluvieuse. Et à quand cette couche d'asphalte? Et sinon, avec la terre battue, eh bien, la pluie va tout diluer. Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises pour que ces routes soient maintenues en état quand même? Voilà, on prend la question de Cédric Kenina, comme ça on répondra aux deux directement, jusqu'à ce qu'on va épuiser les questions. Oui, c'est Cédric Kenina pour les comptes de la RTNC Kinshasa. La première question est adressée au gouverneur de province et la deuxième au ministre d'État, ministre des Infrastructures. Monsieur le gouverneur, d'après les informations de vos services, vous venez de le confirmer tout à l'heure,
le conflit entre les communautés Mbolé et l'Angola appartient déjà presque au passé. Mais personnellement, aujourd'hui, j'ai fait le tour de la ville, j'ai parlé avec quelques membres de la société civile, dont un médecin qui travaille dans la zone en proie à ces conflits. Et ces derniers nous a donné des informations contraires pour dire qu'il y a de cela un mois, il y a eu résurgence. Il a connu lui-même personnellement des cas de mort et de blessés graves. Alors, la question est de savoir quels sont les moyens concrètement, parce que vous parlez des préalables, quels sont ces préalables qui sont mis en place pour que ces conflits puissent terminer définitivement, quel que soit, malgré l'appel lancé par les chefs de l'État. Et la deuxième question est adressée au ministre des Infrastructures. Excellence, Monsieur le ministre, l'opinion s'interroge sur les travaux lancés au mois de septembre qui concernent la route qui va de Kisangani, le chef-lieu, à Opala. Les travaux qui ont été lancés au mois de septembre. Et selon certains observateurs, ces travaux piétinent. Et l'on se pose des questions, cela est dû à quoi? Parce que cela a été lancé il n'y a pas longtemps. C'est ça la grande question. Voilà, on va commencer par le gouverneur et puis on finira avec le ministre des Infrastructures, qui pourra sûrement vous compléter pour savoir si les routes des dessertes agricoles ne seront pas asphaltées. Merci beaucoup, cher ami, pour la question de savoir si les routes de la voirie urbaine que nous faisons pourront peut-être un jour être revêtis en bitume. Moi, je pense que nous devons accepter de commencer quelque part. Nous devons accepter de commencer quelque part. Toutes ces routes étaient dans l'état de délabrement très avancé et nous avons commencé quelque part. Il n'y a pas 6 mois même que nous sommes à la tête de la province. Nous avons initié les travaux, vu la volonté que nous avons exprimée. Le premier des Congolais n'a pas baissé les bras, il a décidé pour qu'il nous accompagne, Voilà pourquoi je viens de vous annoncer. Je viens de vous annoncer l'asphaltage de plus de 80 km, c'est que 85 km, dont 53 km, les travaux sont déjà lancés. C'est pour pouvoir bitumer tout ce que nous faisons en terre bâtie. Et donc, je ne peux pas me répéter dans ça. En tout cas, gardons notre patience. Je pense que dans moins de 5 mois, vous verrez déjà les premières routes être asphaltées. D'ailleurs, nous vivons avec vous. Vous êtes en train de voir comment la route aéroport international de Bangoka est en train déjà d'être asphaltée. C'est quelque chose de plus de 3 décennies qu'on n'a pas connu ça à Kisangani. C'est une route de 17 km. Et donc les travaux ont commencé comme de la blague. Aujourd'hui, l'asphaltage a commencé. Et donc, après quelques mois, nous allons avoir une route aéroport qui respecte les normes. Et donc, il y a des projets dont nous pouvons accompagner. Il ne faut pas tout simplement rester opposant parce qu'on doit l'être. Il faut accepter ce que le chef de l'État est en train de faire et avec le suivi du gouverneur. Je pense que c'est un peu ça. Et pour le conflit Lengo-Lambole, bon, avant d'arriver, je voulais aussi toucher un tout petit peu la question par rapport à la route Opala. C'est une route nationale, c'est la RN7. C'est la route qui nous amène jusqu'à Kinshasa. Et donc, la route traverse 4 provinces. Il y a la province de la Chopo, il y a la province de la Chouapa, il y a le Sankou et Kassai central. Et donc, le ministre, dans son introduction, a dit qu'il y avait des études, parce qu'on ne voudrait plus faire des choses précaires. Et donc, il y a des études qui se font sur cet axe-là.
Alors, c'est une route très importante qui relie d'ailleurs des océans, l'océan Indien et l'océan Atlantique. Parce que vous pouvez quitter Dar es Salaam, Mombasa jusqu'à Kisangani en véhicule. C'est aussi possible, si on faisait la RN7, de quitter Kisangani jusqu'à Kinshasa, Matadi, et on est sur l'océan Atlantique. Et donc, c'est une route importante même pour le développement de ces pays. Mais en attendant ces études et les travaux de modernisation, nous ne pouvons pas, il y a des Congolais qui veulent quand même aujourd'hui emprunter des routes avant leur passage parce qu'on ne sait pas quand est-ce que nous allons effectivement quitter cette terre, à moins celui qui va quitter avant que ces travaux commencent puisse ne serait-ce qu'effectuer un petit voyage dans une route à moitié humain. Voilà pourquoi nous avons lancé ces travaux-là en terre bâtie. C'est provisoire, nous le faisons pour permettre d'abord qu'il y ait d'activité. Les travaux avancent, il n'y a pas longtemps qu'on a lancé ces travaux. Et nous devons, en tout cas, Congolais, nous devons savoir comment la chaîne des travaux se réalise. On ne peut pas signer un contrat aujourd'hui et vous voulez que de manière spontanée, tout soit fait le même jour. Quand on signe un contrat, il y a aussi une phase de mobilisation. Mobilisation des efforts, des enjeux et tout. On vient de signer un contrat avec une entreprise qui a commencé les travaux. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes déjà au PK16, je pense. Et il y a une phase de mobilisation. Les enjeux sont en train de venir, mais on se débrouille d'abord avec le peu d'enjeux qu'on avait. Et les choses avancent déjà, nous sommes au PK16. Même les 16 km là, on n'en avait pas, même 1 km. Mais lorsqu'on est déjà à 16 km et on avance progressivement, je pense qu'on en avait discuté avec le ministre qui a la compétence. Donc c'est une route nationale. Le ministre national est là. Peut-être demain, nous allons effectivement effectuer une descente itérée pour voir comment les choses avancent. Et aussi, c'est la même chose les mêmes choses qui se font vers la route nationale numéro 4. Sa partie Kisangani, Banalia jusqu'à Bouta. Et donc, nous sommes déjà au PK 45. Là aussi, les choses avancent. Et donc, nous devons avoir l'habitude d'accepter ce que déjà les autres font. Ce sont des efforts, c'est ce qu'on n'en avait pas, bien même que ça va de notre obligation. Et donc, pour ça, ayez votre apaisement. Pour ce qui est des conflits Lingo-Lambolé, évidemment, je disais, il y a des avancées. Avant notre avènement, les gens s'entretuaient chaque jour et ça passait pas 2 jours sans enregistrer 20, 15, 30 morts. Depuis qu'on est là, et une fois investi, j'ai quitté Kinshasa, je suis arrivé ici, sur les instructions du chef de l'État que je représente ici en province. J'ai effectué un déplacement direct à Lubunga. J'ai tenu un meeting, j'ai sensibilisé la population. J'avais vite compris qu'il y avait la manipulation autour de la question, mais mes frères et sœurs m'ont compris. Et jusqu'aujourd'hui, vous voyez que la ville est vivable. Ni était cela, même les chefs de l'État ne pouvaient pas tenir les meetings. Je pense que pendant la campagne, nous étions ici avec vous. Vous avez vu ce qui s'était déroulé ici à la place de la Poste. Les chefs n'avaient même pas pu passer nuit ici. C'était sur la désolation rencontrée. Le chef, après son meeting, il est parti passer nuit à Bunia. Et cette fois-ci, je pense que son Excellence, Monsieur le Président de la République, est très content de trouver la ville de Kisangani dans le calme. Je venais aussi de dire, c'est la calmie précaire que nous en avons aujourd'hui. Il est de notre obligation de pouvoir pérenniser la calmie là. Et pour le refaire, il y a des préalables, comme je venais de dire. Il faut réconcilier les communautés parce qu'il y a eu suffisamment de manipulation et d'incompréhension. Nous devons mettre les gens autour d'une table pour réfléchir comment on doit se pardonner mutuellement. Et trouver des solutions durables et voir comment réinstaller les populations, comme vous l'aviez dit. Tout à l'heure, on va essayer d'avancer, Monsieur le ministre d'État. Il y avait des volets des questions qui vous concernent, mais il y a quand même quelque chose que le gouverneur a dit qui m'a touché, c'est quand même 17 km de route
pour arriver à l'aéroport de Bangoka. Donc, ce n'est pas simplement l'aéroport qu'on fait, mais c'est aussi faciliter l'accès des Boyomé et de tous ceux qui passent par cette ville à l'aéroport. Tout à fait. Je disais tout à fait, l'approche par rapport à un projet comme l'aéroport de Bangoka doit être une approche holistique. Il ne faut pas simplement réhabiliter l'aéroport, mais il faut aussi que les voies d'accès soient également remises en état. Et vous savez que la route qui mène vers l'aéroport fait partie de la route nationale numéro 4. Alors, il faut la traverser pour pouvoir continuer. Et donc, il était important que l'on puisse, à partir de la ville, réhabiliter et moderniser, je ne dirais pas réhabiliter, mais moderniser cette route pour que l'on puisse accéder effectivement à l'aéroport. Et ce contrat qui a été signé au niveau de la province est soutenu par le gouvernement central. Et donc, cette route va être bitumée. Je voulais, en répondant, pour compléter d'ailleurs ce que le gouverneur a dit tout à l'heure aux journalistes qui posaient la question sur la route entre Kisangani et Opala, il faut toujours avoir à l'esprit que lorsqu'on parle de projet de route, il y a 4 éléments importants. Ce sont les études, c'est le contrôle des travaux, ensuite c'est, on va dire, la maintenance de la route, une fois que vous avez achevé le projet, la maintenance de la route, et tout ça est lié au financement. Parce que toutes ces étapes, il faut avoir les moyens pour pouvoir les financer. Sinon, vous aurez toujours un projet qui boite quelque part. Et donc, les efforts qui sont entrepris actuellement par la province, parce que, comme l'a précisé le gouverneur, le projet actuel ou le contrat actuel qui prend en charge cette route est un contrat provincial. Il a voulu anticiper sur le projet que nous, au niveau du gouvernement central, nous devons financer, parce qu'il s'agit d'une route nationale. Il s'est dit, je ne vais pas laisser ma population dans cet état ou dans ces difficultés. Commençons quelque chose. Mais ce n'est pas ça le projet définitif. Voyez-vous, c'est question de la rendre carrossable pour assurer la circulation entre ces deux entités. Mais cela est pris en charge au niveau du gouvernement central pour ce qui concerne sa phase de modernisation. Voilà pourquoi tout à l'heure, dans l'introduction, je parlais de cette approche que nous avons aujourd'hui de dire commençons d'abord par les études. La RN7 est une route qui vous fait pratiquement 1000 km pour quitter de Kisangani jusqu'à atteindre la route nationale numéro 1, effectivement, pratiquement au niveau du lac Mukamba. Et il a dit que ça pourrait nous permettre d'aller jusqu'à Kinshasa, mais pas simplement à Kinshasa, parce que de l'autre côté, vous pouvez aller vers le Kasaï et jusqu'à atteindre le Katanga un peu plus loin. Donc, il s'agit là d'une dorsale. Nous considérons la RN7 comme une dorsale qui va connecter la partie nord de notre pays, à partir de Kisangani, à la partie, on va dire, sud-centre, qui serait la RN1. Et donc, dès l'année prochaine, dans le cadre du programme sino-congolais, nous avons lancé des études. Déjà maintenant, c'est en cours. Nous avons positionné 3 bureaux d'études parce que la distance est longue. Ils sont en train d'étudier. Et dès que le rapport sera finalisé, nous allons maintenant entamer les travaux d'exécution. Et la particularité, cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, nous voulons respecter les 3 phases. Études, exécution, avec le contrôle, et surtout après la maintenance de ces routes. Parce que construire des routes pour que demain, 3 ans, 4 ans après, vous avez déjà des nids de poules, c'est ce que nous vivons généralement, parce que justement ces phases ne sont pas respectées. Nous voulons changer la donne. Et cette fois-ci, non seulement nous allons construire les routes, mais nous allons mettre aussi en place des péages pour que demain, nous ayons aussi les moyens pour pouvoir maintenir ces routes et qu'elles puissent durer des années, des décennies, pourquoi pas. Nous le voyons dans les pays voisins, nous le voyons dans l'Occident. Donc, c'est ça l'approche. Et cela est valable tant pour cet espace dont vous parlez, donc la RN7, mais nous ferons exactement la même chose tant pour la RN4, dans toute sa longueur, que pour le reste des routes nationales. Permettez-moi d'enchaîner en disant que
Le programme que nous avons actuellement, c'est un programme de modernisation d'à peu près 12 000 km. En fait, notre pays, la République démocratique du Congo, à cause de sa dimension continentale, si nous prenons que le réseau routier d'intérêt général, c'est-à-dire ce réseau qui permet de connecter par route bitumée toutes les capitales ou tous les chefs-lieux des provinces. Si nous ne prenons que ça, nous avons un réseau d'à peu près 58 000 km. 58 000 km, c'est peut-être quitter de l'Europe du Nord vers l'Europe du Sud. Vous comprenez? Alors que vous êtes dans un seul pays, qui est la RDC. Donc, nous avons l'ambition de pouvoir construire ces 12 000 km, en réalité juste pour rattraper notre retard. Parce que nous avons pris un retard incroyable, même par rapport à aux pays voisins. Nous devons arriver à la moyenne africaine d'asphaltage qui touche à peu près les 25%, alors que nous sommes aujourd'hui encore autour de 5%. Ce qui, pour un pays avec l'ambition de notre pays, de notre chef de l'État, nous ne pouvions pas accepter cette situation. Et voilà pourquoi nous nous battons, tant avec les moyens du programme sino-congolais qu'avec les moyens du Trésor public, mais aussi avec d'autres programmes tels que la mise en concession de certaines routes, ou encore avec les partenaires techniques et financiers, Banque mondiale, BAD. Nous voulons justement atteindre cet objectif dont je venais de parler, de construire 12 000 km dans les 5 ou 6 années qui viennent. Voilà, donc, voilà pour votre réponse. Voilà, donc si on imagine qu'une route, 1 km coûte $1 million, c'est 12 Faites le calcul. C'est 12 milliards qui seront investis. Il est minuit 30 à Kisangani. Je crois que les questions, il y en a sûrement. On pourra continuer dans un autre cadre de change parce que demain très tôt, les gouverneurs comme nous tous, nous devons être à pied d'œuvre parce que c'est demain ici que se tiendra le Conseil de ministres. Le Conseil de ministres qui parlera évidemment de la situation du général du pays, mais fera un focus aussi sur la situation de la Grande Orientale. Mais c'est pourquoi le président de la République est ici. Il y avait des préoccupations et le président de la République avait annoncé hier, notamment sur la poursuite de la gratuité. Nous savons qu'il y a des problèmes d'électricité et nous savons qu'il y a des problèmes de la monnaie, etc., suivant des questions qui sont arrivées. Mais demain soir, vous suivrez le compte-rendu que nous pourrons éventuellement faire en direct de l'aéroport de Bangoka, parce qu'il sera question après l'inauguration pour les compatriotes congolais de prendre rendez-vous avec ces lieux qui marquent la relance justement de cette province qui est la 3e province au sens économique du pays. Peut-être, monsieur le gouverneur, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Boyomais qui se mobilisent nuit et jour pour faire du séjour du président de la République dans votre ville un séjour historique? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Tout simplement, je voudrais demander ou appeler mes frères et sœurs à continuer à faire confiance. Ils l'ont voté, vous l'aviez voté, et vous devez continuer à lui faire confiance, le président de la République. Vous lui avez accordé 5 ans, et on est à moins de 10 ans. Nous voyons déjà comment la ville est en train d'être transformée, et voire même la province. Et donc, je pense que 5 ans, ici, nous allons évidemment voir un changement. Il faut avoir la foi et accordons l'État au président de la République, accordons l'État aussi au gouverneur de province qui ne dort pas, vous en êtes témoin, donc on se bat ensemble. Et donc, je souhaite en tout cas un très bon séjour au président de la République dans ma province. Nous l'aimons beaucoup, les Tchopolais et Tchopolaises.